Lieu de réflexion scientifique et de diffusion des connaissances, la MATGEO s'est tenue une fois de plus du 3 au 4 juin 2019 au Salon Congo de Pullman Hotel à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le représentant du cadastre minier, M. Mupande, explique à l'assistance ce que représente la rencontre de 2 jours de ce juin 2019, selon ses propres considérations. L'intérêt que chacun de nous apporte à cet événement scientifique de portée nationale et régionale. Votre présence est très importante et nous donne le plaisir de vous accueillir chaleureusement pour cet événement. Ainsi, faisant droit à la tradition, j'ai saisi cette occasion pour vous remercier d'avoir sacrifié vos nombreuses occupations et devoirs quotidiens afin de nous honorer de votre présence. La dernière fois, nous avons qualifié les MATGEO comme un lieu de réflexion scientifique et de diffusion de connaissances. Les MATGEO gardent toujours cette dimension et s'inscrivent aussi comme moment privilégié d'échange entre scientifiques, entrepreneurs et décideurs, pour faire le point sur la contribution des géosciences au développement socio-économique du pays, à la manière de la consolider et de l'améliorer. Cette préoccupation est bien reflétée dans le programme de présentation prévu pour les 2 journées et dans les activités d'exposition que nous aurons à visiter et que vous voyez très bien dans les stands. Les sujets phares concerneront encore une fois la géologie économique dans ses différents aspects liés à l'exploration minière et pétrolière. Elles mettront en évidence le progrès réalisé dans la connaissance des provinces métallurgiques et des bassins pétroliers dans d'autres pays, car il y a eu beaucoup d'évolutions. Et je crois que dans les présentations, nous aurons à en savoir davantage. Il est prévu aussi que quelques organismes étatiques soient de la partie, comme j'ai vu le Centre de recherche géologique et minière, pour nous indiquer la manière dont les décideurs envisagent d'utiliser l'information géoscientifique dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques pour une exploitation durable des ressources minérales, de l'utilisation des terres et la qualification des entreprises. Les entreprises où les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas moindres. Il y a quelques entreprises qui vont aussi exposer. Notamment, il y a une entreprise qui fait parler tant d'elle ces derniers temps avec la découverte des grandes réserves de cuivre dans une zone qui n'était pas et qui n'était jamais considérée comme prolifique en matière de réserves minières. À côté, nous attendons que la cellule technique de planification minière vienne nous présenter la synthèse des résultats des différentes études géologiques régionales qui ont été conduites dernièrement par le gouvernement et le ministère des Mines et qui ont fait montre des résultats assez exceptionnels qui, une fois développés, pourraient nous amener à la découverte de nouveaux gisements. Ainsi donc, ces entreprises que vous voyez vont nous démontrer aussi leurs efforts d'investissement engagés pour traduire l'énorme potentiel minéral de notre sous-sol en richesse effective, gage de l'amélioration du bien-être de nos populations. Eh bien, c'est aussi l'occasion d'interpeller la profession, les géologues évidemment, sur notre contribution et notre apport au développement socio-économique et surtout sur la manière d'exercer la profession. Et je pense que nous allons devoir profiter de cette occasion pour discuter et échanger comme nous tous ensemble, en vue de suivre l'exemple des autres professions qui se sont constituées en ordre professionnel. Là, pour représenter la profession et pour la défendre surtout, et organiser et normaliser son exercice. Donc, je vous
invite à être très assidus dans ces journées, à suivre les présentations qui sont très intéressantes, qui vont nous apporter de nouvelles informations sur le potentiel minéral de notre sous-sol et à visiter certains stands où vous allez voir et découvrir les résultats des études, les résultats des travaux et surtout les résultats des investissements de certaines entreprises dans notre pays. Pour le secrétaire général au ministère de Mines, M. Ikouli, l'intervention au nom du ministre de Mines en ces lieux s'inscrit sous le sous-thème « Code minier avantageux » et d'ajouter « mythe ou réalité ». Selon son discours, la campagne de vulgarisation se fera sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, attestant que c'est une loi gagnant-gagnant qui met en phase l'engagement des entreprises minières au développement social de population. La science en elle ne peut évoluer que grâce au débat d'idées, aux confrontations intellectuelles, aux recherches fondamentales et appliquées dans tous les domaines en général et dans le domaine géologique en particulier, objet principal de notre rencontre d'aujourd'hui d'une part, et d'encourager ensuite l'organisation régulière de ce genre de rencontres d'autre part. Mesdames et messieurs, chers participants, notre intervention, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, doit évidemment s'inscrire dans le sous-thème Code minier avantageux et nous ajouterons mythe ou réalité. En 2002, notre pays s'est doté d'un code minier par la loi n° 07/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Cette législation se voulait incitative, attractive et compétitive avec des procédures de droit des droits miniers ou des carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle était organisé le régime fiscal, douanier de change pour les investisseurs, est-ce dans le but évidemment d'attirer davantage les investisseurs. Sur ce point, il sied de souligner que cet objectif avait été atteint, vu l'augmentation sensible du nombre des entreprises minières créées et des droits miniers et de carrières octroyés d'une part, et de l'accroissement de la production minière d'autre part pour la période de 2002 à 2017. Cependant, le secteur minier, censé rapporter à l'État congolais sous l'emprise de cette loi minière des recettes substantielles pour son développement économique et social, n'a pas pu rencontrer les attentes de toute la population congolaise et de ses dirigeants. Ainsi, à l'ère du nationalisme des ressources minières qui traverse le pays en voie de développement, la République démocratique du Congo ne pouvait rester à l'écart de ce mouvement, d'où l'idée de procéder à la révision du code minier de 2002. Pendant plus de 3 ans, dans une approche participative, consensuelle et tripartite, parce que ça réunissait le gouvernement, l'industrie minière et la société civile, le processus de révision du code minier de 2002 va être mené jusqu'à son terme par la promulgation de la loi 07/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, d'être modifiée et complétée
par la loi numéro 18 par 003 du 9 mars 2018. Monsieur le conseiller, le chef de l'État, mesdames et messieurs les participants à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, mesdames et messieurs. Dans les tout prochains, le ministère de l'Île va lancer, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, une vaste campagne de vulgarisation de la loi minière au visé de mars 2018. Ainsi, nous vous désirons peut-être de ne pas entrer à cet effet dans les détails pour commenter en long et en large les avantages et innovations apportés par la loi minière au visé. Nous gardons cette primauté à l'autorité. Toutefois, globalement, nous pouvons affirmer avec force, sans risque d'être contredit, que la loi minière revisée apporte effectivement des avantages certains à l'État congolais et surtout aux communautés locales et aux riverains affectés par les activités minières ainsi qu'à l'industrie minière. À ce sujet, pour le gouvernement de la République, ce code minier revisé est effectivement avantageux pour toutes les parties prenantes. Mieux encore, utilisant les termes appropriés, c'est un code minier gagnant-gagnant. Et même pour vous les gens réunis ici, en effet, vous avez mené un combat de longtemps pour que nous puissions avoir un organisme spécialisé de recherche. Dans cette loi minière revisée, lorsque vous lisez l'article 12 bis du Code minier, il a été institué effectivement un organisme spécialisé de recherche et complété par la création du service géologique national par le décret du Premier ministre. C'est donc une réalité et je suis convaincu que votre combat est arrivé à bon terme. Il était effectivement devenu inadmissible qu'un pays qualifié de scandale géologique puisse manquer un service géologique national digne de ce nom. C'est à l'actif du plaidoyer des géologues congolais. Je vous demande même d'applaudir pour votre propre combat. Quant à l'État congolais, sans être exhaustif, nous l'avons prévenu, nous n'allons pas entrer dans les détails, nous pouvons voir demain à l'accroissement des recettes de manière substantielle du fait d'avoir procédé au relèvement des taux de plusieurs taxes, droits et dépenses d'une part, principalement celui de la redevance minière, et d'avoir supprimé le régime conventionnel ou le régime de convention minière confère article 340 du Code minier revisé, d'autre part, lequel accordait plusieurs exonérations qui portaient préjudice au trésor public. S'agissant des communautés locales affectées par les activités minières, nous pouvons simplement rappeler notamment l'introduction de la notion
des cahiers des charges. Pour les sociétés minières, en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales. Il en est de même de la responsabilité industrielle du titulaire des droits miniers ou de cadre. À ce titre, le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales, conformément au chronogramme repris dans le cahier de charges, est considéré, mesdames et messieurs, désormais comme un manquement qui devra conduire à des sanctions administratives, jusque même à la décision de la mesure de déchéance. Contraire article 289 du Code minier officiel. Comme vous pouvez vous en rendre compte de manière sommaire, c'est un code minier avantageux pour la République démocratique du Congo. Il a rompu le déséquilibre constaté dans le code minier de 2002. Il est devenu équilibré, mieux gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Il reste temps pour le gouvernement en général et le ministère des Mines en particulier d'élaborer des mesures d'exécution de la loi minière au-lycée afin de renforcer la mise en œuvre d'une politique minière claire et rationnelle, laquelle va renforcer le secteur minier comme le secteur le plus important porteur de croissance dans notre pays. À ce titre, les jeunes que vous êtes ont un rôle majeur à jouer dans le développement du secteur minier de la République démocratique du Congo. Cette journée, donc, comme cadre de réflexion, va certainement apporter un plus dans vos recherches et surtout dans le rôle que vous devez jouer au développement économique et social de notre pays. Comment définir concrètement les matinées géoscientifiques organisées? Le professeur Pili Pili, l'un des membres d'organisation de la matinée et modérateur des assises, explique qu'en des termes simples, soulignant surtout l'importance de la rencontre à la fois pour les scientifiques et pour la République démocratique du Congo. Les matinées géosciences sont un cadre d'interaction entre tous les chercheurs, dans tous les domaines en fait. Pourquoi nous on se rencontre 2 fois l'année? Parce qu'il y a des gens qui font des travaux, et ces travaux, on ne sait pas les communiquer, on ne sait pas les publier. Quand nous avons fait des travaux, nous nous retrouvons au mois de juin et au mois de décembre pour essayer d'échanger et de voir à quel niveau de recherche nous sommes arrivés. Et il n'y a aucun développement sans passer par la recherche. Et la recherche est importante, comme vous avez vu. C'est par la recherche que Ivanoé a démontré que, en cherchant, en mettant les géologues sur terrain, il y a moyen de mettre en évidence de nouveaux gisements. Camorra, Ivanoé c'est Camorra, de la même manière. Kibali démontre la même chose. Là où les gens ne pensaient pas qu'on puisse chercher, mais quand on cherche, on finit par découvrir, on se rend compte que les concentrations en minerai d'or sont extraordinairement importantes. Donc par rapport à tous ces éléments, quand vous échangez ensemble, finalement vous commencez à connaître la superficie de votre pays, qu'est-ce que ça contient au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, et là c'est plus facile. Et aujourd'hui, je veux vous dire que les géologues ont parcouru sur les 2 350 ou 360 km² de notre pays, peut-être que les géologues n'ont fait que 100 km². Vous voyez le reste? Peut-être qu'il n'a fait que 200 km². Non, vous voyez le reste? C'est-à-dire que les générations futures
nos enfants, nos petits-enfants, ils seront obligés de travailler et de travailler énormément pour mettre en évidence toutes ces ressources naturelles que nous avons. Bon, c'est des ressources déjà qui sont épuisables, ce n'est pas inépuisable, ça c'est la première chose. La deuxième chose, bon, c'est un terme que le colonisateur avait utilisé quand il s'est aperçu que partout il y avait quelque chose à trouver. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est le mot est faible. Il faudra dire que c'est extraordinairement riche ce pays-là. Partout où vous cherchez, vous allez retrouver, regardez, il y a du pétrole dans toutes les provinces, il y a du diamant dans toutes les provinces, il y a du fer dans toutes les provinces, et nous n'avons pas encore découvert tout ça. Donc nous sommes en train de chercher lentement à mettre en évidence ces choses. C'est pourquoi vous voyez des experts dire mais c'est maintenant qu'on doit exploiter toutes ces ressources. Il ne faudra pas attendre qu'on mette en place une technologie qui met en valeur les substituts ou des technologies qui mettent en valeur des substituts. Et nous, notre richesse naturelle restera là. Je crois que si la nature vous a doté d'autant de potentiel, il faudra transformer ces potentiels en richesse. Il ne faudra pas qu'on les laisse comme ça, non, c'est pas normal. Et quand on fait des recommandations, puisque les géologues, il va sur le terrain, il travaille. Mais quand il revient, il fait juste un rapport. C'est pas lui le décideur. Mais si le décideur il ne comprend pas et que le décideur n'a aucune stratégie, ni aucune politique, ni aucune vision, tout ce que nous ferons restera lettre morte dans ce forum. Ici, c'est terminé. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas que ça reste lettre morte. Nous, notre objectif, c'est de voir comment les choses doivent être boostées et les envoyer aller de l'avant. Parmi les exposés, M. Popol Mabolia pose le problème de la transformation de minerais sur place en République démocratique du Congo avant l'exportation. Il donne les stratégies y afférentes et estime que c'est la seule manière de valoriser les minerais congolais et de créer de l'emploi pour la population. Ce n'était pas l'idée de faire sortir une stratégie, mais c'était plutôt de lever tous les problèmes, les contraintes, les défis qui s'opposent justement à passer de cette production primaire que nous avions, disons, on produit pour exporter, à on produit pour transformer et puis on exporte. Toute l'idée était de montrer à partir du cobalt toutes les difficultés qu'il y avait à mettre en place cette stratégie et de voir de quelle manière on peut finalement y arriver, parce que ce n'est pas un problème rien que le ministère des Mines, mais c'est une activité qui est transversale, qui dépend du ministère de l'Industrie, des PME et des autres, et donc il faudrait combiner tous les efforts pour arriver à mettre en place un plan justement qui tienne compte de cette transformation locale. Les actions sont là. On a eu le plan quinquennal qui avait été mis en 2017-2021-22. On avait à ce moment-là 4 axes assez importants. Le premier, c'était la connaissance géologique. Il fallait investir énormément dans la connaissance. Comme je vous ai dit, on ne connaît que 17% de ce fameux scandale. Il faut vraiment augmenter cette capacité-là. Et puis le deuxième, il faut avoir un environnement qui est attrayant. C'est ce qu'on a fait avec le code de l'environnement. Maintenant, nous avons pris conscience qu'il faut effectivement transformer nos produits sur place. Donc, on est en train de mettre tous les mécanismes. Ça passe par des contraintes qu'il faut surmonter, par exemple le problème d'énergie ou la formation, la qualité des gens. Ça prend beaucoup de problèmes, mais ça, je crois que les autorités sont toutes au courant et tout le monde le veut maintenant, d'aller au-delà de la production primaire qui est en train de faire et à commencer à travailler de production secondaire, la transformation secondaire, parce que c'est là où on aura les emplois, c'est là où on va créer les emplois pour cette jeunesse. Pour nous guider, M. Badossa Telesphore parle de la nouvelle carte géologique publiée par les instances du ministère de Mines en 2015. Cette carte porte de nouvelles nomenclatures répondant aux normes internationales acceptées. Nous venons de faire une présentation dans le cadre de ces matinées géosciences et notre thème était de parler au monde géoscientifique des nouvelles unités lithostratigraphiques de la nouvelle carte de la République démocratique, de la nouvelle carte géologique de la République démocratique du Congo, publiée par le ministère des Mines en 2015. Ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas fait une mise à jour de notre carte géologique, parce que la dernière carte géologique date de 1974, publiée par le Musée royal de Tervuren. Et la carte avait quelques lacunes
quelques hiatus par-ci par-là, il y avait des vides. Et puis, du point de vue nomenclature, c'est qu'il fallait faire la mise à jour. Parce que nous devons tenir compte des normes qui sont publiées, qui sont nouvellement publiées par la Commission internationale de stratigraphie, qui édicte des normes, et ce sont ces normes-là qui sont appliquées partout au monde dans le cadre de l'élaboration des différentes cartes géologiques. Parmi les exposants, il faut compter les partenaires comme Kibali Gold Mining, une entreprise minière installée à l'est de la République démocratique du Congo. Son représentant, Étienne Mwandali, évoque les découvertes géologiques faites par l'entreprise. Ma présentation a été principalement sur les mises à jour des activités. Je parlais de la géologie et la minéralisation de KZ qui est ce couloir, pour ne pas entrer dans des termes beaucoup plus techniques, je peux l'appeler couloir simplement, minéralisé avec beaucoup de structures interconnectées. Alors j'ai voulu montrer le potentiel que vient avec ce couloir-là. J'ai voulu montrer les différents contrôles géologiques de la minéralisation en se basant bien sûr sur le gisement principal de KCD, et j'ai montré en dehors des mines à ciel ouvert et mines souterraines connues les potentiels que nous avons sur lesquels nous sommes en train de travailler pour développer, enfin de les convertir dans des ressources et des gisements qui feront que la vie de la mine va s'étendre, qui est notre objectif en tant qu'exploration, et aussi de remplacer les ressources qui sont exploitées. Parce que vous savez, quand on exploite, on ne fait que diminuer. Si on n'a pas une stratégie de remplacement de ces ressources, la mine va arriver à sa fin et elle va fermer. Et nous devons penser aux générations futures pour permettre à ce que nous puissions les remplacer et étendre la vie de la mine. À ce jour, nous sommes à 17 000 onces de ressources totales, et nous avons 8,3 millions de réserves qui est dans ces 17 millions d'onces. Et comme je l'ai dit, avec notre objectif de remplacer les ressources, alors chaque année, nous donnons des objectifs avec un chiffre ou une cible, un target bien donné pour lequel que nous devons atteindre afin de remplacer ces ressources qui sont minées, et voire même aller au-delà pour permettre à ce que la vie de la mine soit étendue. Je peux dire qu'à 10% des géologues sont congolais, dont moi à la tête, c'est moi qui gère l'exploration. Et on a une équipe principalement composée des Congolais. Et je peux dire que c'est des géologues de classe mondiale, parce que la complexité de gisements avec lesquels nous traitons et le terrain que nous exploitons est tellement complexe, ça demande des connaissances assez approfondies, ça demande des géologues assez méticuleux pour arriver bien sûr, à découvrir ces gisements et arriver à remplacer ces ressources que nous dupliquons chaque année, chaque mois et au fil du temps. On compte également sur Kamoa, un autre géant du secteur minier qui a découvert une mine de cuivre dans le Kamoa au sud-est de la RDC. Son représentant Innocent Mouchobekwa pense qu'il y a encore des potentiels à découvrir. Les premières projections nous parlent de 2020 parce qu'on a été obligé de reporter plus ou moins suite à de nouvelles découvertes, parce que nous parlions de 2018 ou 2019 à l'époque quand nous étions en train de développer la mine de Kansoko. Mais quand nous avons découvert la mine de Kakula qui était plus riche, et nous nous sommes décidés de sauter sur l'occasion, et c'est la mine qui est en train d'être développée, et les 2 prochaines années, nous sommes confiants que la production peut débuter. Pour ce qui est du gisement de Makoko, les études sont encore en cours et les résultats des sondages sont prometteurs, et je crois que dans les mois qui viennent,
Nous allons publier des ressources et en fonction de ces ressources, on pourra déterminer la quantité exacte du minerai de cuivre qui est présent. Mais quand nous observons les carottes de forage, nous sommes confiants que les résultats seront bons. Kamoa-Kakula représente plus ou moins l'avenir du pays. L'Afrique du Sud, des pays comme l'Afrique du Sud, le Chili, le Canada, l'Australie se sont développés principalement grâce à leurs mines. Nous espérons que des projets comme Kamoa-Kakula peuvent contribuer sensiblement au développement de la RDC. Les métaux verts sont tellement importants pour la planète que le professeur Kapata nous met en garde sur les dangers que court la RDC si les précautions ne sont pas prises pour les sécuriser, vu le besoin qu'ils susciteront dans les années à venir. Les métaux stratégiques sont ceux-là que nous appelons actuellement les métaux verts, les métaux d'avenir. En général, ces métaux accompagnent les grands métaux que nous exportons, comme le cuivre, comme le cobalt, ou bien comme d'autres métaux. Alors nous demandons à ce que l'État puisse tirer attention sur ce genre de métaux. Je prends par exemple le cobalt. Vous pouvez vous imaginer d'ici 30 ans, nous n'aurons pas besoin du carburant dans les voitures, nous aurons des voitures électriques. Mais 70% du cobalt se trouve dans la terre de la RDC. Donc, ça peut nous créer même de la guerre, parce que les gens viendront chercher, pour préserver le climat, viendront chercher du cobalt chez nous. Regardez autre métal, le tantale, que vous appelez tout le temps coltan, ça c'est le minerai, mais le tantale, c'est un métal stratégique qui intervient dans nos androïdes, qui intervient dans des tablettes et tout ce que vous connaissez, et dans le numérique en général. Vous vous rendez compte d'ici 30 ans ou 40 ans, combien de personnes auront besoin de ces téléphones. Donc, nous devons nous positionner. Et c'est pourquoi, en tant que DG, directeur général du service géologique, je demande à ce que l'État congolais, qui est propriétaire des sols et des sous-sols, puisse doter ses services de moyens pour faire l'exploration et la recherche de toutes les substances. Et la génération future pourra survivre si nous retrouvons d'autres gisements qui seront exploités dans l'avenir le plus proche. La participation féminine n'a pas été en reste. Les géologues femmes ont fait part à l'assistance des découvertes à leur portée, ce qui confirme une fois de plus que les potentiels minéraux de la RDC sont très énormes. J'ai parlé de géologie du Bas-Congo, plus précisément de Boma. Et s'il faut aller à profondeur, j'ai parlé de géologie de Boma-Est, le massif de Mao plus précisément. Découvert, mais en fait, nous, comme c'est la recherche scientifique, nous sommes dans les fondamentales. Nous faisons de la géologie fondamentale en fait. Nous avons pu découvrir des faits nouveaux par rapport aux anciens géologues qui nous ont précédés. En fait, dans la conclusion, je peux dire ce que nous avons pu déceler. Dans le Bas-Congo, dans le Congo central, nous avons des différentes mythologies. Et s'il faut parler des gneiss, si on parle des gneiss dans le Bas-Congo, on fait toujours allusion au socle paléoprotérozoïque. Mais nous, en faisant notre recherche, en faisant nos études pétrographiques, en même temps la géochronologie, nous avons découvert que tous les gneiss ne semblent pas paléoprotérozoïques. Parce que nous avons trouvé des roches, de magmatisme bimodal, qui a été daté à Chine-Kakassa, puis à Boma-Ouest, qui nous a donné l'âge de 910 millions d'années. Cela nous fait passer au volcanisme bimodal. Dans le Bas-Congo, il y a des minéraux comme dans toutes les provinces. Mais nous, dans la recherche, nous nous limitons à la recherche fondamentale. Et c'est à la suite, on laisse des économistes faire le travail. Nous nous donnons des données, mais c'est ce qui peut orienter pour la recherche de minéralisation. Nous nous limitons à la recherche fondamentale qui peut aider les économistes, les opérateurs économiques, de développer ce qu'on peut trouver là-bas. Aujourd'hui, je vais parler sur la genèse et l'évolution des lits ferrugineux qu'on retrouve dans les environs de Kinshasa, notamment vers Kasangulu et Makao. L'intérêt de cette étude, c'était de mettre en exergue les relations entre ces deux niveaux et voir également si ces deux niveaux présentaient un paléosurface, donc un ancien environnement. Et avec les analyses que nous avons faites, la microscopie, nous avons fait le diffractomètre à rayon X, nous avons remarqué que, bien qu'ils se ressemblent du point de vue macroscopique, donc visuellement, ces deux lignes ne sont pas en relation.
Et nous avons remarqué lors des analyses en microscopie que les lits ferrugineux qu'on a retrouvés à Kasangulu présentaient une forte concentration en fer par rapport à celle de Menkao. Et celle de Kasangulu, ces grains de quartz avaient des fractures assez parallèles, ce qui nous laissait penser à une phase de pression, donc tétonique, je dis entre guillemets. Ça peut être déjà le professeur dans la salle a dit qu'il y avait des failles, donc il y a eu une pression qui a fait des cassures, et dans ce cas on retrouve ces différentes fractures dans les grains de quartz. Et nous avons compris que ces lits ferrugineux d'eau de Kasangulu présentaient une ancienne surface géologique dans les temps de Néogène. Normalement, le minerai, en principe, une minéralisation vient, il y a plusieurs hypothèses de mise en place. Mais là, pour qu'il y ait une assez forte concentration minéralogique, notamment dans le fer, il faut qu'il y ait des pressions assez tectoniques, avec les magmas. Normalement, quand il sort, il a avec tout le cortège de minéraux, notamment la concentration du fer, de l'or, etc., etc. L'une des richesses que regorge la RDC, c'est le pétrole. Plusieurs présentations porteuses d'espoir en cas de mise en exécution de projets ont eu lieu. Nombreuses sont des présentations qui parlent du pétrole sur l'ensemble du territoire national de la RDC, spécialement dans la cuvette centrale. J'ai fait un travail sur la géophysique d'un bloc pétrolier qui est très important, qui regorge de structures qui peuvent être importantes et d'une importance d'intérêt pétrolier majeur. Et j'ai fait une étude pour voir comment évolue le système pétrolier et où sont les endroits où on peut localiser des pièges à hydrocarbures. Les résultats ont été positifs. C'est que dans la partie centrale et nordique de notre zone d'étude, il y a de bonnes structures et de bons pièges qui peuvent faciliter l'exploration pétrolière et la détection de ces gisements. RDC, c'est un géant avec les 3 bassins sédimentaires, le bassin de la cuvette centrale, le bassin côtier, le bassin du rift est-africain. C'est dorénavant déjà un géant pétrolier. Ce qui manque, c'est juste un financement pour commencer l'exploration dans ces zones-là. Mais le pétrole il déborde même, il monte même jusqu'à la surface, comme dans l'interprétation que je viens de faire en fait. Donc la RDC est un pays pétrolier. Comme vous le savez, le pétrole est une ressource très intéressante pour l'économie des pays. Notamment, nous avons des grandes nations aujourd'hui qui ont basé leur économie sur le pétrole. Nous parlerons peut-être de ceux du Moyen-Orient. Et l'ambition de tout pays qui a cette ressource est de la produire. Malheureusement pour nous, nous avons des ressources que nous n'avons pas encore donné la peine. Nous ne sommes pas donné la peine de les chercher. Et voilà pourquoi il est maintenant temps de pouvoir lever la tête et pouvoir exploiter ces ressources. Par exemple, il y a eu des forages des années antérieures, des années très passées, mais juste après, on n'a pas cherché à compléter ces données pour voir si effectivement nous pouvons nous mettre à exploiter ces données. Alors voilà pourquoi mon projet a voulu mettre en clair tout ce qu'il faut de techniques pour faire un nouveau forage, pour éclairer les choses. Peut-être que si ça donnait les résultats escomptés, ça serait comme une lumière pour tout le monde. Les investisseurs vont affluer pour financer ces projets et ça pourra booster sensiblement l'économie de notre pays. Qui dit exploitation des matières, dit également le recyclage. À ces propos, Emmanuel Luebo, ingénieur en la matière, étale la possibilité de transformer les matières plastiques en fibres textiles. Un exemple tiré d'autres pays du continent africain. J'ai parlé de la technologie industrielle visant à recycler toutes les bouteilles plastiques qui enlaidissent la ville de Kinshasa. C'est une technologie de recyclage mécanique pouvant transformer les bouteilles plastiques en fibres textiles tel que cela se fait déjà sous d'autres sites. C'est possible puisque déjà les bouteilles plastiques sont constituées d'un matériau appelé polyéthylène terephthalate qui est à 100% recyclable, et il y a même un pays africain ici, l'Algérie, qui exploite déjà cette technologie et transforme exactement les bouteilles en fibres textiles, et nous sommes en contact avec leurs ingénieurs, ils ont certifié que c'est faisable. Notre recommandation, en fait, la gestion des déchets plastiques est l'affaire du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement puisse s'impliquer. Il est vrai qu'il y a certains efforts qui peuvent se faire, par exemple dans la mise en place d'un centre d'enfouissement, mais cela ne suffit pas. Il faudrait vraiment
soutenir ou vraiment soutenir les projets qui visent à valoriser soit énergétiquement, c'est possible à cause du haut pouvoir calorifique des plastiques, soit mécaniquement en donnant naissance à d'autres produits à partir de plastiques usagés. Pour utiliser le pétrole de qualité, il faut le tester de temps en temps car les entreprises de vente dans ces secteurs ne sont pas toujours animées de bonne foi. C'est dans ces cadres qu'intervient Hydrac, le partenaire technique d'Authentix, une entreprise réputée dans le marquage de molécules. La RDC, c'est un pays comme tous les autres. C'est pour cela que l'État a pensé que la meilleure solution pour lutter contre la fraude dans le secteur de la distribution, dans le secteur aval, c'est de mettre en place le marquage moléculaire. C'est la meilleure solution. C'est pour cela que l'État a sollicité la société Authentix, qui est numéro 1 mondial dans cette activité de marquage, pour la mise en œuvre du marquage en RDC. Et Authentix a le contrat avec l'État congolais. Et Authentix a son partenaire technique, qui est Hydrac, qui est aussi un expert dans ces domaines. C'est pour cela que nous sommes là et nous pensons que ça va beaucoup aider l'État congolais. Il y a la volonté et je pense que ça va marcher. C'est vrai que nous avons commencé le marquage en fin 2016, mais nous venons à peine de commencer les contrôles. Mais les estimations du niveau de la fraude faites depuis l'année passée, c'est que le taux de la fraude, annuellement, l'État paie au moins 24 millions de dollars. Et ça, c'est vraiment les estimations vraiment conservatives, parce que ça peut être supérieur à ça. Pendant que tout le monde est focalisé vers le coltan, le cobalt, le cuivre, le diamant, Kelly Nzambe a voulu attirer l'attention sur la présence énorme du fer, spécialement dans la partie orientale de la RDC. En effet, le fer reste le métal le plus utilisé dans le monde et la RDC peut en devenir l'un des grands producteurs. J'ai voulu simplement valoriser le fer qui est souvent oublié. On parle souvent de cuivre, on parle de l'or, on parle du coltan et d'autres minéralisations. Mais le fer que nos ancêtres ont utilisé depuis l'Antiquité, ils ont transformé le fer, il semble être oublié. Et nous n'avons pas d'exploitation de fer actuellement, alors que nous avons de grandes quantités de fer en province orientale. Nous avons une très très bonne qualité de fer également, mais ce fer-là est en train de pourrir pratiquement dans les collines de la province orientale. Voilà pourquoi j'avais voulu ressortir l'importance de la minéralisation de fer, puisque le fer reste le métal le plus utilisé au monde. Et quand on doit parler en termes de commodité, après le pétrole vient le fer. J'avais voulu réveiller un peu les autorités sur le fait que nous devons beaucoup investir dans le fer pour que nous puissions nous placer, bien sûr, en termes de réserve et de production parmi les plus grandes nations mondiales. Et nous en sommes capables puisque les réserves qui sont estimées, les ténèbres qui sont déclarées nous montrent que nous pouvons bien sûr faire partie de ces petits cercles. En pleine exploitation, les agents et cadres des entreprises ont besoin de séjourner dans les mines. Hervé Pilipili parle à la fois des maisons préfabriquées, de l'électricité hybride et de la connexion Internet que le bureau d'études Mashwide Company met à la disposition des exploitants miniers. Le résumé, en fait, c'est nous avons d'abord mis sur pied des maisons en conteneurs. Pourquoi? Parce que lors de l'exploration du pétrole, il y a en fait des agents pétroliers qui sont là, des spécialistes et géologues qui sont là pour essayer un peu de faire quoi? De exploiter. Alors là où ils vont dormir, il faut mettre sur pied des constructions de maisons d'habitation. Alors nous avons préféré de mettre sur pied des maisons préfabriquées. Cela veut dire que si par exemple le pétrolier ne découvre pas le pétrole dans ce point X, nous pouvons aller de point X à un point Y, nous allons déplacer tous nos équipements, ou soit démonter et les rassembler là où nous sommes dans le point Y, quelque chose comme ça. Alors, toutes ces maisons ne sont pas dans le noir, il faut l'alimenter, il faut penser à une autre forme d'énergie. Nous avons préféré de mettre sur pied l'énergie solaire. Avec l'énergie solaire, ça nous permet d'économiser, d'optimiser le système, parce qu'avec des maisons en construction en briques, c'est très difficile d'optimiser le système. Avec ce genre de projet que nous avons mis sur pied, ça nous facilite d'optimiser le système. Alors, à la fin, nous avons essayé un peu de présenter ce qu'on appelle le système de réseau Internet.
Alors il fallait que nous puissions amener le signal Internet dans notre canton. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis sur pied un réseau Bacol. Et dans ces réseaux Bacol-là, l'opérateur de télécommunications, bien le provider, va émettre le signal Internet dans notre réseau Bacol. Et nous allons faire ce qu'on appelle la gestion de la bande passante, la gestion du trafic et la gestion de tram. Et à partir de là, ça va nous permettre au user equipment d'utiliser le signal Internet sans problème. Nous avons l'électricité, nous avons des maisons préfabriquées et nous avons le signal Internet. Pendant que l'on s'installe, l'on exploite les mines, plusieurs conflits surgissent et la médiation s'avère la voie la plus adaptée au règlement des différends. C'est ce qu'explique M. Touzolele Patience, expert en médiation et gestion des conflits. Je pense que la médiation, c'est la solution la plus probable pour traiter les... Parce que quand nous allons à la justice tranche en faveur de l'un et au détriment de l'autre. Donc la justice tranche ne donne pas la possibilité de deux personnes pour se réconcilier. Mais je pense qu'avec l'alternative, la justice n'est pas mieux indiquée quand on a un problème avec quelqu'un. C'est-à-dire la justice peut entrer que si on ne trouve pas la solution entre les deux parties. Mais entre nous, deux personnes, deux parties en conflit, on peut facilement trouver une solution à l'amiable que d'aller à la justice. Dans le cadre de l'exploitation minière, il y a possibilité. Parce que nous prenons par exemple l'exemple de jugements qui se trouvent de part et d'autre de la frontière. Je pense que le mieux serait que les deux parties qui partagent la même frontière se mettent ensemble pour négocier et voir comment ces minéraux qui pouvaient aider à résoudre les problèmes dans les deux camps. Alors la justice c'est difficile pour une justice de trancher entre quelque chose qui est en frontière. Il va donner à quelle partie? Donc les deux parties doivent se trouver et c'est que les deux parties trouveront comme solution. À ce moment-là, la justice peut acter pour que la justice se suive aussi au cas où il y a peut-être un partage inéquitable de richesses. À la fin de cette matinée, le professeur Kassongo pose le problème des transferts d'eau de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. Ces transferts suscitent de controverses, principalement en République démocratique du Congo, l'un des pays par où passe la rivière. Le professeur, en scientifique, formule de messages à transmettre à l'opinion congolaise. Moi, je pense que ça pourrait être un moyen d'arroser ces régions-là. D'abord, ça va arrêter certainement les Mbororo qui sont chez nous, que personne ne s'est évacué. Ça va ralentir ou les arrêter, ou même les amener à rentrer chez eux, parce que chez eux maintenant ça pousse, il y a maintenant de l'eau. Moi, les gens qui disent ils font peur aux gens, mais ils ne donnent aucun aliment. Moi j'ai toujours des aliments à donner. Hein? Ils fuient la désertification, ils sont maintenant chez nous, ils sont dans le sud, dans le bas où elle est, et peut-être même dans le nord, dans le haut où elle est. Maintenant, depuis 2004 qu'ils sont là, quel est le gouvernement qui les a mis dehors? Personne. Non, depuis les années 80 qu'ils sont là. Quel est le gouvernement qui les a mis dehors? Personne. Ils sont toujours là. Mais en créant une vie qui ne nous crée pas de problème, pour moi j'envoie ce message-là. Il nous faut une étude. Le référendum n'est pas opposable à un accord international. La SUCOS, le fleuve Congo est un fleuve qui a un caractère international et la SUCOS dans laquelle nous sommes représentés participe à tous ces débats. Et le siège de la SUCOS est chez nous, à moins qu'on sorte de la SUCOS pour enlever au fleuve Congo et à la rivière Ubangui le caractère international. Je ne vois pas comment on va le faire, parce que c'est arrosé par l'eau qui vient de la Tanzanie, du Rwanda, du Burundi, de tous les pays côtiers. Donc, pour moi, j'envoie ce message-là, qu'il nous faut une étude. Un autre message, je dis, attention, ce n'est que 100 mètres cubes par seconde, soit la moitié de la rivière Indie. Je ne peux pas appeler le chef de l'État de mon pays de provoquer des conflits avec ses voisins pour la moitié de la rivière Indie. Non. Sauf si nous, les scientifiques, nous disons que c'est question de vie ou de mort. Pour moi, ce n'est pas question de vie ou de mort. Non.
Je ne peux pas. Nous avons déjà une guerre à l'Est. Je ne peux pas pousser M. Tshisekedi de se mettre en position contre tous ses collègues qui sont d'accord et provoquer une guerre. Moi, je soupçonne que la guerre qui est en Centrafrique, Bouziz était d'accord. Et puis après, il a commencé à hésiter. Et puis, il y a eu des troubles pour le transfert. Maintenant, moi, je ne voudrais pas qu'on provoque encore des problèmes à l'Ouest. Comme ils ont décidé au Nigeria, que vous le vouliez ou non, nous, on vient prendre. Maintenant, il reste seulement, comme ce Tshisekedi, à ligne de troupes sur notre rive. Dès qu'il le fait, je lui demande d'audience. Je lui dis, président, ce n'est que 100 mètres cubes. Nous, les scientifiques, nous vous disons que les impacts ne seront pas aussi grands. N'entrez pas dans cette guerre. Occupez-vous à développer le pays. Je le lui dirai. En fait, si ce n'est pas lui à ce moment-là, je verrai le président qui sera là à ce moment et je le lui dirai. Merci. Les matinées géoscientifiques se tiennent 2 fois l'an en République démocratique du Congo. La prochaine, pour cette année 2019, interviendra au mois de décembre.